L'Afrique, elle est riche. En 2002, on disait, est-ce qu'ils vont le faire un jour, etc. J'ai vu le fameux pont. Quand j'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est en Afrique ça. C'est quelque chose qui suscite beaucoup d'espoir. De la lumière. Et l'intégration qui va aller avec. En Afrique, c'est une Afrique riche et c'est une Afrique sur laquelle on peut encore espérer. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Bonjour, bienvenue dans African Dream. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Cyril Loa et Reine Delvia. Oui. Bienvenue à vous. Merci. Je vais commencer par Cyril et vous allez savoir au cours de l'émission pourquoi je commence par lui. Vous êtes ivoirien, ingénieur en chef de profession chez Novec. Parlez-nous de cette entreprise qui est une filiale de la CDG, c'est ça? De la CDG. Novec, c'est la plus grosse filiale de la CDG, c'est 500 collaborateurs. Et c'est une boîte d'ingénierie et de travaux dans divers domaines. Et ben voilà, je l'ai intégré depuis 2013 et c'est une belle aventure. J'étais à l'époque ingénieur spécialiste et j'ai gravi, on va dire, les échelons pour être ingénieur en chef aujourd'hui dans le département d'eau potable et d'assainissement. Je suis analyste risque crédit. J'ai récemment terminé mes études en septembre 2024 et par la suite, j'ai été embauchée par Attijari pour le poste d'analyste risque crédit. Risque crédit pour les filiales du groupe. Pour les filiales, exactement. Donc, il faut dire qu'Attijari Wafa est un grand groupe qui a plusieurs filiales en Afrique, en Europe aussi. Donc, je suis plus spécialisée, voilà, pour tout ce qui est filiale en Afrique subsaharienne. Moi, par déformation professionnelle, je pose trop de questions. Quelle est la déformation professionnelle d'un analyste de risque? Un analyste de risque. Il voit le risque partout? Non, il ne voit pas forcément le risque partout, mais c'est quelqu'un qui va au fond des choses. C'est comme un détective, comme un inspecteur de police qui lorsqu'il a une demande de crédit, voilà, analyse tout. On se ressemble un peu, hein. On va aller au fond des choses aussi. Très bien. Alors, mais je vous rassure, hein, dans African Dream, il ne s'agit pas de parler de risque, mais plutôt d'espoir, de rêve, de joie. Hein, et vous allez voir qu'il y aura de la joie au cours de cette émission. Cyril, en parlant de rêve, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de grands projets, puisque vous êtes dans les grands chantiers, de grands projets qui vous ont marqué au cours de vos voyages, de vos déplacements, spécifiquement en Afrique? Je vais dire au Maroc, parce que toute ma vie professionnelle s'est globalement déroulée ici. C'est vrai qu'il y a quelques mois, j'étais en Côte d'Ivoire dans le cadre du projet de l'aménagement de la baie de Cocody, dans laquelle je suis intervenu très brièvement. J'ai des collègues qui travaillent dessus, mais c'est au Maroc que j'ai vu de belles choses se réaliser. Moi, quand je suis venu ici, il y a des choses qui étaient on en parlait, c'était des rumeurs. Le Alborak, c'était encore en 2002, on disait, est-ce qu'ils vont le faire un jour, etc. Exactement. Ou certains disaient qu'il ne fallait pas le faire. Voilà, qu'il ne fallait pas le faire. Je l'ai vu se réaliser. On a été impliqué dans certaines phases des travaux avant qu'il y ait le chemin de fer. J'ai vu les centrales de Nour. Il y a un mois, j'étais à Midelt pour un projet de prise d'eau dans la future centrale. Aujourd'hui, on est prêt avec tout ce qui est préparation d'eau pour les industriels qui vont s'installer. J'ai vu des projets qui ne sont peut-être pas beaux, on va dire visuellement, mais j'ai participé à l'une des plus grosses stations de traitement des eaux usées de Casablanca, qui est à Bernoussi, et qui rejette en mer. Quand je suis arrivé là en 2013, la plage était toute polluée. L'ex-LIDEC l'appelait projet de dépollution de la côtière. Et c'était pollué on va dire, de la mosquée de Hassan II jusqu'à Mohamedia, et ce projet-là visait à enlever tout ça. Et quand je suis arrivé la première fois sur le chantier, le jour de ma présentation, il y avait une décharge et il n'y avait rien à la plage, à part des algues et des choses mortes. Et puis on m'a dit, on démarre, dans 4 ans on va dépolluer. Aujourd'hui, si vous passez là-bas, il y a des pêcheurs, il y a les algues sont revenues. Des projets comme ça, les gens ne voient pas. On a travaillé pendant 4 ans en souterrain en train de faire des tunnels pour récupérer les eaux usées. Quand c'est utile, ça me plaît, et j'ai vu beaucoup de projets utiles. En 20 ans, vous avez bien vu des choses. Hein. Et vous avez parlé de la baie de Cocody. Hein. J'ai eu le plaisir et la joie de la découvrir moi aussi, et c'est aussi impressionnant.
c'est impressionnant. Je suis allé récemment. La première chose qui m'a fait un peu rire, c'est que j'ai vu le fameux pont, qui est une réplique presque similaire du pont à Auban qui est aux Zénith. Et bon, c'est pas les Marocains qui l'ont fait, c'est un peu dommage, parce que ces probes auraient pu la refaire, mais ils étaient très occupés pour les travaux de la Coupe du Monde et autres. Et oui, c'est un projet qui montre bien que la coopération Afrique, ça marche, parce que c'est Machikamet qui fait la baie de Nador. Exactement. Donc, ils étaient là. Moi, je suis arrivé parce qu'on travaille un peu en amont, sur des trucs plus infrastructurels, l'assainissement qui va aller avec, parce que c'est vrai qu'ils vont faire quelque chose de très touristique et autres, mais derrière, il faut traiter les eaux usées qui vont avec. Exactement. Les touristes. Donc là, Novec travaille sur un projet qui est en cours, qui va consister à construire une station de traitement de toutes les eaux usées de cette zone. Ils ont travaillé sur d'autres projets qui sont finis, qui ont ouvert la baie de Cocody sur une autre lagune pour qu'il y ait de la circulation de flux. Et même moi, j'ai été impressionné parce que ça faisait longtemps que je ne venais pas, que je n'étais pas allé en Côte d'Ivoire. Et quand je suis reparti, moi-même, j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire avait beaucoup changé en termes d'infrastructures. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. De l'autre côté, quelles sont les grandes infrastructures n'importe où en Afrique qui vous ont impressionné? Donc, il faut dire qu'après mon baccalauréat, je suis directement venue au Maroc. Et ici à Casablanca, je dirais la construction de la place financière. Je l'ai vue. Vous restez attaché à votre fonction. Hein. Oui, c'est vraiment... Les finances. Oui, c'est très important, les finances. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas vraiment se détacher. Et la construction de cette place financière-là m'a vraiment beaucoup marqué. Comment ça s'est fait? C'est vraiment juste impressionnant. Et il y a plusieurs entreprises qui vont délocaliser leurs bureaux. Voilà, CFC, c'est vraiment magnifique. Même la construction des nouvelles voies de tramway qui s'est fait, la voie 5, c'est vraiment... Alors, je rappelle que vous êtes gabonaise. Exactement. Et que vous avez dû aussi voyager un peu en Afrique, ou très peu. Très peu. Oui, très peu. Donc, à part la place financière, rien ne vous attire en Afrique En Afrique, bon, au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal aussi, il y a la nouvelle ville qui sont en train de construire actuellement. Ça, j'aimerais bien découvrir aussi. Et en Côte d'Ivoire, ils sont sur un grand projet, la construction d'un pont. Mais quand j'ai vu les maquettes, je me suis dit, waouh, c'est en Afrique ça. Ouais. Et en Côte d'Ivoire, c'est vraiment magnifique. Alors, je vous pose la question parce qu'on a tendance, quand on veut parler de choses impressionnantes entre nous, Africains, on se tourne vers l'Europe, on se tourne vers les États-Unis, etc. Alors que, vous venez de le dire, la baie de Cocody, mais des exemples aussi au Maroc, au Sénégal, il y a aussi des autoroutes qui ont été construites et des routes entre le Nigeria et les pays voisins, etc. C'est vraiment impressionnant. L'actualité nous amène aussi à un grand chantier qui est en train d'amener beaucoup d'argent au Sénégal et à la Mauritanie. Il y aura de l'argent nécessaire pour construire de grandes infrastructures entre ces pays et dans ces pays. Oui, le GTA qui l'appelle Grand Total, je ne sais plus, le A, c'est un nom sénégalais. C'est quelque chose qui suscite beaucoup d'espoir, c'est vrai. Ça reste un projet qui est sur énergie fossile, n'en déplaise à quelques-uns, mais c'est une grosse richesse pour l'Afrique. Moi, j'ai vu des images de ces foreuses, de ce bateau qui vient récupérer du gaz. Ça fait plaisir de voir qu'un pays comme le Sénégal commence à se projeter. Avec, et la Mauritanie aussi. Et la Mauritanie aussi. Et l'intégration qui va aller avec. C'est beaucoup d'espoir qui naissent pour ces pays qui ont quand même quelques difficultés, notamment pour la Mauritanie et même en énergie. On a des difficultés. Et ça, je pense que l'espoir de tout le monde, c'est de voir que ça va amener un plus en termes de réduire les coupures de courant qu'on voit fréquemment dans ces pays, etc. Parce que le gaz, ça sert aussi. Et ce genre de projets qui sont connecteurs entre les pays, etc., c'est de ça que l'Afrique a besoin. C'est vraiment. On en a besoin et Dieu merci, je vois que le Maroc
à la base de plusieurs types de ce projet-là. Il y a celui du Nigeria avec le pipeline qui va être fait, mais il y a l'autoroute, la fameuse autoroute qui devait partir du Maroc jusque-là. Je pense qu'il y a beaucoup, le Maroc a une très bonne vision et a anticipé cette intégration qui va être nécessaire et incontournable si l'Afrique veut occuper la place qu'elle a dans le monde. On n'est pas matérialiste ici à African Dream, mais quand même, l'argent est nécessaire pour construire des infrastructures. Et au vu du volume qui a été annoncé de cette production de gaz naturel liquéfié, on parle de 2,5 millions de tonnes annuelles de production, ça va amener beaucoup d'argent. Il y aura moins de risques à débloquer des crédits. Pourquoi pas? Si on y croit, on peut le faire. Et quand on voit l'impact que ça aura déjà sur le continent africain, ce que ça peut créer entre le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, on se dit pourquoi pas. Moi, je suis personnellement, tous les projets qui naissent et tant qu'ils sont utiles pour la population, je veux dire, tant qu'ils sont utiles pour l'individu lambda, c'est une excellente nouvelle. Donc, nos dirigeants doivent faire ce qu'il y a à faire pour que ce type de projet, et le plus tôt possible, puisse se ressentir, on va dire, dans le ménage, dans la corbeille, sur la bouteille de gaz, dans le coin de rue de Dakar ou quelque part. Et tous ces grands projets-là, qui suscitent beaucoup d'espoir, ne doivent pas être douchés quand ça met trop de temps avant que ça ne descende jusqu'au... Ah non, parce qu'on doit faire vraiment très attention aux annonces. Vous êtes jeune et une annonce comme celle-ci, ça vous réjouit? Qu'est-ce que ça pourrait faire Oui, ça me réjouit. Mon Afrique, elle est riche. Mon Afrique, c'est une Afrique riche et c'est une Afrique sur laquelle on peut encore espérer. Parce que je crois beaucoup en l'Afrique, en ce que l'Afrique non seulement est, mais ce qu'elle peut et pourra devenir demain. Donc, avec de telles annonces, je vois des infrastructures qui seront mises en place, mais de l'emploi aussi qui sera créé pour des populations sénégalaises de la Mauritanie. C'est de l'espoir. Je vois qu'il y a encore de l'espoir pour l'Afrique. Voilà. African Dream, c'est ça son objectif, c'est d'amener aussi la discussion et le débat vers des choses qui marchent en Afrique. Il n'y a pas que des catastrophes. Je pense même qu'il y a moins de catastrophes, mais comme on le dit, c'est le train qui est en retard, qui fait parler tout le monde. Et quand on ne voyage pas beaucoup, effectivement, on peut avoir l'impression qu'il n'y a que des catastrophes, alors qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, qui ne font pas beaucoup de bruit. Mais comme on le dit, les forêts, elles poussent sans faire du bruit. C'est les incendies qui en font beaucoup. Pour ça que je m'étais adressé à vous en premier, je vais vous demander de retirer votre casque d'ingénieur en chef et de mettre votre casquette de président de Tremplin Gospel. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, juste et véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Alors, Tremplin Gospel, c'est quoi? Tremplin Gospel, pour parler de manière très administrative, c'est une association culturelle que nous avons mis en place suite à une découverte très intéressante. Nous avons découvert à un moment qu'un certain nombre de personnes qui étaient dans notre entourage avaient tous une passion, pas seulement pour la musique gospel, mais pour l'art en général. Et nous avons commencé à produire des choses de manière bénévole. Je parle depuis les années 2014, on faisait des petits spectacles par-ci par-là dans nos communautés religieuses. Très vite, on est sorti de ce cadre. On était clients réguliers à ZefZef.
la salle. Oui, ici à Casablanca. Voilà. Et on faisait chaque année des petites comédies musicales, du théâtre et autres, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un de... Nos téléspectateurs vont voir beaucoup de vos images et la variété que vous offrez. Quand c'est artistique, c'est beau. Et quelqu'un nous a conseillé, vous devrez faire une association, parce qu'après, il y a des niveaux que vous ne pouvez pas atteindre en restant, on va dire, dans l'informel. C'est comme ça que nous avons mis en place Tremplin Gospel, qui est donc une association qui rassemble beaucoup de bénévoles. Et nous produisons de la musique, nous faisons des spectacles, mais nous visons plus loin accompagner aussi des gens plus tard à s'épanouir dans l'art de manière générale. J'ai vu dans vos spectacles, c'est plusieurs nationalités, mais subsahariennes principalement. C'est plusieurs nationalités, je ne veux pas dire subsahariennes, mais il n'y a pas encore de Marocains en effet. Oui. Il y a eu quelques époques où on a eu un Coréen qui était passé. En fait, c'est ceux qui sont dans notre entourage qui en entendent parler qui viennent. Mais c'est ouvert. Mais c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Et s'ils ne sont pas encore dans nos rangs en tant que producteurs, ben, on est content de voir beaucoup de Marocains qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui sont plutôt là comme spectateurs pour l'instant. Et on commence à recevoir quelques demandes d'intervention. Mais Reine Delvia n'est pas spectatrice, hein. Elle est choriste. Oui, effectivement, je suis choriste au sein de Tremplin Gospel. Voilà, et comment vous avez intégré d'abord l'association et puis ce groupe Enchanteur? Quand je suis arrivée au Maroc, j'avais... Rappelez-nous la date, ça sera bien. Je suis arrivée au Maroc septembre 2019. Et pendant le confinement, j'avais suivi une intervention de Tremplin Gospel à un concert d'une artiste, Dina Monet, qui était venue. Et quand j'avais vu, je m'étais dit, waouh, Tremplin Gospel. Et je me suis dit, mais c'est vraiment magnifique, c'est formidable. Et j'ai vu par la suite que je pouvais accéder à cela. Et après, Tremplin Gospel avait lancé aussi un challenge sur un chant, sur une comédie musicale. Donc, il y avait un petit casting qui se faisait. Et vous avez été sélectionné. Bien évidemment. Vous êtes au Maroc depuis plus de 20 ans. Oui. Et l'association est venue à quel moment? Alors, sous sa forme officielle, on va dire, on a eu notre récépissé il n'y a pas très longtemps, mais depuis 2014, on fonctionne déjà dans cette vision-là de produire du spectacle, de l'art, des choses qui sont bien, mais qui parlent, des choses qui ont du sens. Pourquoi le choix du gospel? Parce que le sens même du mot gospel, qui veut dire bonne nouvelle, est quelque chose qui nous parle. Si ce que nous faisons en tant qu'artistes ou en tant que groupe n'apporte pas du baume au cœur des gens, n'est pas une bonne nouvelle, c'est pas nécessaire. Donc, on est resté dans le gospel, mais pour ceux qui connaissent le gospel pur et dur, s'ils nous écoutent, ils vont se dire, vous n'êtes pas vraiment dans le gospel tout le temps. On a toujours un clin d'œil à ça, mais c'est très varié, on a tout fusionné. Et c'est ça le gospel aujourd'hui. C'est ça le gospel d'aujourd'hui. Il y a du R&B, il y a du slam. On l'a marié à toutes les sauces. C'est ça, on l'a adopté. Exactement. Mais c'est quelque chose de positif pour vous? C'est absolument... Quelqu'un a dit que l'avenir appartient aux métis. Je pense que c'est une phrase qui peut faire peur aux gens, mais le monde est en train d'aller vers un brassage qu'on ne peut pas arrêter. Le point d'orgue de vos activités, c'est ce spectacle que vous donnez en octobre de chaque année, c'est ça? Chaque année, on a commencé en 2017, on a fait une pause quand le Covid est passé par là. On avait hâte de reprendre, on a repris je pense en 2021. Et voilà, donc chaque année en octobre, nous faisons... C'est un spectacle parce qu'il y a la partie concert purement et on essaie d'y amener d'autres formes d'art aussi. Ça dure 2 heures environ et... Il y a, comme il disait, il y a le volet chant, il y a le volet au théâtre, il y a des comédies musicales. Et le passage de l'analyse du risque au gospel, hein, comment se fait ce passage-là? En vérité, c'est très lié parce que ce qu'on fait, je fais un coucou au maître d'Arlès, en fait, dans le chant, il y a plusieurs voix, il y a des harmonies et c'est vraiment du détail. On doit prendre le soin d'écouter, de faire attention, ça se rejoint. Et pour moi, le gospel, c'est comme l'équilibre. C'est l'équilibre, ça me fait du bien. Je ne vois pas trop de différence parce que quand on le fait,
on le fait avec soin, avec attention, on écoute. Ça demande de la concentration et c'est pareil avec le travail. Ça met de la joie, de la lumière. Vous êtes ingénieur, vous êtes analyste de risque, etc. Quels sont les principaux métiers représentés au sein de votre groupe? Il y a du tout. Le vice-président est ingénieur en informatique. Là, actuellement, il est en mission en Mauritanie. Il est ingénieur monéticien. Il y a quelqu'un dans le bureau qui est entrepreneur informaticien jusqu'au bout des ongles. On a des ingénieurs de son, on a des traducteurs, on a un peu de tout. Des professeurs même. Des professeurs, des enseignants. Vous avez tout pour créer des miracles musicaux. Et c'est très bien, comme vous le dites. Ça fait que quand on est en train de composer ou de préparer un spectacle, tous ces avis font qu'on est obligé d'être ouvert un peu à tout le monde. Si on était 2-3 qui aimons le jazz, ça allait se ressentir dans le concert. Mais ça fait que nous sommes quand même limités en termes de production, parce qu'on y va avec le calendrier des gens, avec les occupations des uns et des autres. Mais on n'a pas envie d'échanger pour l'instant. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Vive l'espoir. Ah oui.